L'écran qui grésille, des lignes de code qui défilent, on se croirait presque dans la matrice, pas vrai? Sauf qu'ici, l'idée, ce n'est pas de pirater un ordinateur, c'est de reprendre le contrôle du système lui-même. Et ça commence avec ce message, un peu comme une énigme. Ça sonne comme un défi, hein? Une invitation à entrer dans un jeu un peu particulier. La grande question c'est, qui peut vraiment reprendre le contrôle? Eh bien la réponse est peut-être juste là. Mais pour la trouver, il va falloir d'abord comprendre les règles du jeu. Et surtout, comment les réécrire. Alors, voilà notre plan de mission. D'abord, on décortique le problème. Pourquoi le jeu semble truqué? Ensuite, on cherche la faille, le point faible du système. Après ça, on ouvre le manuel des citoyens, notre boîte à outils. Et pour finir, on voit comment, concrètement, on peut renverser la table et changer les rapports de force. Bref, on passe du constat à l'action. C'est parti. Première section donc, le jeu est truqué. Bienvenue dans la réalité d'un monde sous surveillance. C'est le point de départ. Un peu dur, je vous l'accorde, mais il faut bien commencer quelque part. Et attention, ce n'est pas juste une impression, un sentiment diffus, non, c'est chiffré. Regardez bien ce nombre, 75. 75 pays. C'est le nombre d'États qui, d'après le Carnegie Endowment, utilisent aujourd'hui des technologies de surveillance boostées à l'IA. On est bien loin de la science-fiction là, hein. C'est une réalité globale. Ok, mais pour faire quoi au juste? Juste pour regarder? Pas vraiment. Le but, et c'est là que ça devient glaçant, c'est de suivre, épier, anticiper et même noter le comportement des gens. On bascule complètement dans le contrôle social, avec des systèmes qui ne se contentent pas d'observer, mais qui jugent, qui notent, qui prédisent. Et ça, ce n'est pas de la théorie. Les conséquences sont terriblement concrètes. Prenez l'Iran. Suite au soulèvement de 2022, plus de 22 000 personnes ont été arrêtées. Et souvent, c'est grâce à ces technologies de surveillance. Les rapports de l'ONU parlent même de crimes contre l'humanité. C'est la preuve, s'il en fallait une, qu'un outil tech peut devenir une arme de répression massive. Mais le pire, finalement, c'est peut-être l'effet le plus discret. C'est ce climat de peur, d'autocensure qui s'installe. Quand on sait qu'on peut être surveillé, eh bien on réfléchit à 2 fois avant de parler, avant d'agir. La confiance se brise et la liberté s'effrite. C'est ça le vrai coup de ce système. Invisible, mais absolument immense. Bon, le tableau est assez noir, hein, on est d'accord. Mais et s'il y avait une faille, une faiblesse dans cette armure qui semble si parfaite? C'est ce qu'on va voir tout de suite, parce que oui, même la machine la plus puissante a un talon d'Achille. Et le sien est énorme, son coût est juste insoutenable. Regardez, un exemple tout simple. Une seule requête sur ChatGPT, ça génère 4 à 5 fois plus de CO2 qu'une recherche Google classique. C'est fou, non? Derrière la façade un peu magique de l'IA, il y a une réalité très physique, très matérielle, une consommation d'énergie qui est juste colossale. La machine est une ogresse. Et quand on regarde à grande échelle, ça donne le vertige. L'Agence internationale de l'énergie estime que d'ici 2026, la consommation électrique des data centers va tout simplement doubler. Pour que vous puissiez bien imaginer, ça représentera autant que la consommation d'un pays entier, comme le Japon. On voit bien que ça ne peut pas tenir sur le long terme. Voilà, on y est. Le point clé, c'est ça, la haute technologie et surtout l'IA de surveillance a une dépendance critique, vitale à l'énergie. C'est sa plus grande faiblesse. Et la contre-mesure, la clé pour exploiter cette faille, c'est la low-tech. Allez, 3e partie, le manuel des citoyens. Maintenant qu'on a repéré la faille, il faut s'équiper. Alors, quels sont ces fameux outils low-tech qui peuvent nous permettre de lancer une contre-offensive? C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils. Le concept de base, c'est la veille citoyenne. C'est quoi? En gros, c'est le regard que les citoyens posent sur l'action publique. Le but, c'est de suivre, d'analyser et, si possible, d'influencer les décisions du pouvoir, mais en toute indépendance. Ce n'est pas de l'espionnage, attention, c'est un acte démocratique, c'est juste observer les observateurs. Alors concrètement, comment on fait? En fait, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Imaginez une petite chaîne d'outils, la plupart gratuits et très légers. D'abord, étape 1, on utilise un outil qui transforme n'importe quelle page web en un flux d'infos, un peu comme un fil d'actu perso. Étape 2, un autre outil rassemble tous ces fils au même endroit, pour tout avoir sous les yeux. Étape 3, le plus intéressant, on crée des règles d'automatisation. Par exemple, alerte-moi dès que ce mot apparaît dans un document officiel. Et enfin, étape 4, on peut publier nos trouvailles. C'est une façon super frugale et efficace de garder un œil sur ce qui est important, sans passer par les grosses plateformes. Et les applications sont vraiment puissantes. Regardez quelques exemples. On peut configurer une alerte pour être prévenu instantanément quand un mot-clé sensible apparaît quelque part. On peut aussi surveiller un site et avoir la liste de tous les nouveaux PDF qui sont publiés. On peut même aller jusqu'à préparer automatiquement le brouillon d'un bulletin d'info. Bref,
C'est du renseignement, du vrai, mais accessible à tous. Et on arrive à la dernière étape, le moment crucial. Comment on fait pour vraiment changer les rapports de force? Comment on utilise tout ça pour retourner le système contre lui-même? Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que les outils, c'est une chose, mais que le vrai combat, il se joue ailleurs. C'est une bataille de récits, une bataille narrative. D'un côté, on a les tactiques du pouvoir. Essayer de disqualifier l'adversaire, l'accuser d'être partiel, parler tout le temps du coût financier pour faire peur. Et de l'autre, les stratégies citoyennes, la solidarité, proposer un discours différent et surtout jouer la carte de la transparence totale, de la documentation. C'est vraiment récit contre récit. Et ça ouvre la porte à des stratégies beaucoup plus fines, ce qu'on pourrait appeler l'influence par la bande. L'idée, ce n'est plus l'attaque frontale, c'est d'agir sur les côtés, créer des légendes, des entités qui n'ont pas d'existence légale. Au lieu de critiquer une institution de face, on va plutôt cartographier ses flux de pouvoir économique. Qui finance qui tire les ficelles. On utilise leurs propres données, leurs propres rapports, pour mettre en lumière leurs angles morts, leurs contradictions. En fait, on se sert du système d'information contre lui-même pour peser dans le débat, mais de manière beaucoup plus subtile. Et ça, c'est un point super important. Le but de toute cette démarche, cette contre-offensive citoyenne, ce n'est pas de tout casser, de tout détruire. Non, l'objectif, c'est d'influencer. C'est de forcer le système à se regarder dans le miroir, à se transformer, en lui montrant ses propres contradictions, ses failles. C'est un jeu de levier, pas un jeu de démolition. On termine là-dessus. Le système a ses propres règles, c'est un fait. Mais ce qu'on vient de voir, la veille citoyenne, les outils low-tech, la bataille des récits, tout ça nous montre qu'il est peut-être possible d'en écrire de nouvelles. La question c'est, et si vous écriviez les vôtres ?